Madame, Monsieur, bonsoir, il est 18 heures, mercredi 24 février, bienvenue dans ce journal. Au cœur de l'actualité ce soir, la lutte contre le cancer n'a jamais été autant semée d'embûches. La déprogrammation de soins au profit de l'ouverture de lits Covid ralentit les dépistages. Pour en parler, notre invité ce soir, Paul Truong, président de la Ligue contre le cancer en Savoie. Et puis on grimpera avec Emmanuel Jo au carreau d'Arrache, près de Cluses, où les stations-villages en moyenne altitude tirent leur épingle du jeu en cette saison si particulière. Elles arrivent malgré tout à attirer les touristes. Et avant de commencer ce journal, parlons d'abord de la troisième mobilisation des sages-femmes en France. Elles étaient mobilisées ce mardi à Annecy. Une trentaine de professionnelles hospitalières et libérales ont manifesté devant la cité administrative. Objectif principal de cette protestation, la reconnaissance médicale de leur métier. Selon elles, cette profession n'est jamais reconnue comme telle et cela porte préjudice à toutes les femmes. Victoria Lopez est allée à la rencontre des manifestantes et manifestants. On les écoute. Dernièrement, il y a eu un rapport sur les 1000 premiers jours, donc des 4 mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, qui montre que la période de la périnatalité est très importante pour l'avenir, pour les enfants, pour la prise en charge. Et malheureusement, si on n'a pas les moyens de faire cette prise en charge, le lien sera forcément biaisé. Et c'est très important qu'on puisse prendre en charge complètement. Aussi dans la prévention des violences, on est très mis en avant dans la prévention des violences faites aux femmes. C'est des choses qu'on ne peut pas faire en 10 minutes de consultation et en s'occupant de 5 patientes en même temps en salle d'accouchement. Notre travail est simple parce que les femmes nous le rendent bien, mais nos statuts sont compliqués, notre place est compliquée à trouver. On a l'impression de devoir toujours pousser les autres pour y arriver. Or, nous, on aime travailler ensemble, en collaboration avec tous les professionnels. La mobilisation d'aujourd'hui et des sages-femmes en général depuis toujours, parce que ça fait des années que les sages-femmes se mobilisent. Elle est avant tout pour les femmes, pour le bien-être des femmes, pour leur suivi gynéco, pour leur suivi de grossesse, pour leur accouchement. Et c'est ça qui importe les sages-femmes depuis toujours. Et le mois de mars arrive à grands pas et en Savoie devait se dérouler la campagne Mars Bleu afin de promouvoir le dépistage des cancers colorectaux. Il a été annulé cette année afin de limiter la propagation du virus. Vous l'avez compris, avec cette crise sanitaire, la lutte contre le cancer est particulièrement difficile. Ce soir, je reçois le président bénévole de la Ligue contre le cancer en Savoie. Bonsoir Paul Truong. Bonsoir. La pandémie a chamboulé l'organisation des soins hospitaliers. Pour ouvrir des lits Covid, de nombreuses activités ont été déprogrammées. Pour autant, le cancer n'a pas disparu. Le Covid-19 a retardé certains soins ou diagnostics. Oui, tout à fait. Nous vivons actuellement une période qui est très difficile pour tous. Et donc, avec la perturbation de nombreuses activités, et forcément, ça a eu un impact sur le fonctionnement de la santé. Donc, en ce qui concerne les malades du cancer, il y a, si vous voulez, on n'a pas de chiffres exacts actuellement, mais effectivement, il y a des remontées et puis des évaluations. Et on peut, par exemple, s'appuyer sur une enquête qui a été diligentée par la Ligue contre le cancer, la Ligue nationale, en novembre 2020, qui a montré notamment quelques éléments, c'est-à-dire, par exemple, 8% des malades cancéreux ont déclaré qu'ils avaient eu disons des annulations ou de reports d'intervention chirurgicale. On a aussi, par exemple, 36% des malades du cancer qui sont suivis régulièrement, qui ont également signalé ce phénomène de report ou d'intervention, d'examen complémentaire ou de consultation. Il faut rappeler pour cela, pour dire l'importance des problèmes, c'est qu'on a 3 800 000 personnes qui vivent actuellement dans notre société qui sont porteurs des cancers. Voilà. Donc c'est pas un chiffre négligeable. Et voilà, donc sur disons la lutte, le combat que nous menons, c'est vrai que malgré cette épidémie, le cancer continue son chemin, progresse. Et effectivement, voilà. Le dépistage reste le meilleur moyen pour mettre à jour cette maladie. Est-ce que la population a baissé sa vigilance depuis la crise sanitaire ? Oui, tout à fait. Je pense que le dépistage organisé des cancers qui a été mis en place, donc qui concerne actuellement le sein et le côlon colorectal, a été perturbé, bien sûr, avec cette crise qui dure. Et du fait que
il y a eu un ralentissement de l'activité, hein, obligatoirement pour différentes raisons. Les mammographies ont été plus difficiles à avoir comme rendez-vous, pour avoir des rendez-vous de mammographie. Et donc, on a, par exemple, nous, pour nos départements, d'après les chiffres qu'on m'a communiqués, il y a eu une baisse de 30% des mammographies de dépistage, hein, qui est dans notre secteur, et 15% en moins pour le dépistage du côlon, et qui était déjà un chiffre très très bas, comme vous le savez, sur le plan national. Voilà. Donc nous, malgré que le département soit très performant dans cette participation, ces chutes aggravent terriblement le taux de participation qui est important pour le résultat quand même. Alors le cancer reste la première cause de mortalité en France avec 150 000 décès par an. En pleine crise sanitaire, les personnes touchées par le cancer sont prioritaires pour le vaccin depuis le 18 janvier. Savez-vous si ceux qui le souhaitaient ont déjà pu être vaccinés dans le département ? Écoutez, je crois que d'abord, il a été rajouté, hein, une liste concernant les malades du cancer, une liste assez, disons, limitée. Mais effectivement, ces malades donc, sont concernés et considérés comme prioritaires. Néanmoins, sur le terrain, on voit qu'il y a des personnes qui sont prioritaires mais qui attendent toujours le vaccin. Et ceci n'est pas dû au fait, comme je l'ai entendu dire, à la capacité de vacciner les personnes. Je crois que les équipes sont prêtes et sont là, mais le fait qu'il y ait, disons, un nombre de vaccins réduit, ça réduit également le nombre de vaccinations. En Savoie, la région est montagneuse et les routes sont parfois éprouvantes pour les malades. C'est un enjeu majeur pour ce département d'accompagner les malades au plus près de chez eux. Oui, tout à fait. Donc, l'aide, ce que nous appelons l'aide aux personnes malades, c'est une des missions fondamentales de la Ligue, hein, qui a toujours mis ça, disons, considéré que c'était très important. Et donc, dans un département comme le nôtre, qui a des endroits d'accès difficiles, nous avons mis en place disons, un système de rapprochement plutôt des soignants auprès des malades. Au lieu de les déplacer, on a signé des conventions, on a mis en place tout un réseau sur le territoire avec des praticiens libéraux, hein, voilà, qu'ils soient psychologues, diététiciennes, etc., pour que ce soit plus proche du lieu des malades. Je pense que j'ai un exemple d'une personne à qui on conseille d'aller voir un psychologue, s'il doit faire 60 km. Je pense qu'elle est moins encouragée à le faire que si c'était à 10 km ou à 5 km. Donc ça, c'est une politique que nous avons menée sur ce territoire-là, qui en fait effectivement avec des accès par endroits difficiles ou des endroits qui sont moins pourvus en ressources de soins. Alors rappelons que vous restez le premier financeur associatif pour la recherche. Vous recevez chaque année jusqu'à 40 millions d'euros de dons. Sans ces dons, on n'a aucune chance de combattre cette maladie. Ah, tout à fait. Je pense que la recherche a permis de faire le progrès que l'on connaît, hein, puisque vous savez, jusqu'à présent, c'est quand même ce qui a été le plus moteur. On est passé, il faut se rappeler, de 3% de rémission ou de guérison il y a 100 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, à actuellement presque 60%. Donc ça, la recherche est très importante pour comprendre comment fonctionne cette maladie. Il faut se rappeler qu'il y a 100 ans, on ne connaissait rien du tout. On n'y avait même pas de service pour soigner ces malades, de services spécifiques. Et donc, la recherche a permis de progresser et d'améliorer les traitements et de trouver de nouveaux médicaments pour traiter le cancer. Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et dont la Ligue, effectivement, est depuis toujours le premier financeur privé indépendant de la recherche en cancérologie en France. Et en quelques mots, pour terminer, de quoi a besoin votre association concrètement pour être soutenue ? Plutôt de bénévoles ou plutôt de dons ?
Écoutez, je crois que la Ligue contre le cancer est une grande association d'abord qui est très dynamique. Hein. Donc nous avons beaucoup d'actions à mettre en place, notamment de terrain, parce que c'est ça qui est important. Et donc nous avons besoin, bien sûr, de dons, puisque nous fonctionnons uniquement avec les dons et des legs, et bien sûr de volonté, disons, de personnes bénévoles, volontaires, bien sûr, parce que pour certaines actions, on est limité si on n'a pas de bénévoles pour le faire. Et j'ai oublié de parler également de cette mission aussi qui est essentielle pour la Ligue et qui va devenir de plus en plus importante dans les années à venir, c'est la prévention. Hein. Donc un mot seulement pour rappeler que on a compris depuis que 40% des cancers, 40% c'est un chiffre considérable, sont évitables si on prenait des attitudes, des comportements qui sont favorables à la santé. Et là, les causes, disons, favorisantes, on les connaît parfaitement. Hein, je me citerai pour mémoire le tabac, hein, simplement. Il n'y a plus de preuves à trouver. Il y a d'autres causes comme l'alcool, etc. Donc voilà, la prévention, c'est quand même essentiel dans les années à venir. Eh bien, merci Paul Truong d'avoir été avec nous ce soir. Et on rappelle que les actions de Ligue contre le cancer de Savoie sont menées par 200 bénévoles. Si vous êtes confronté à un cancer, n'hésitez pas à contacter l'association, ils vous accompagneront. Et prenons des nouvelles du patron de GoSport à Publier. Rappelez-vous, il s'était mis en grève de la faim lorsque l'État a pris décision de fermer les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Sa mobilisation s'est achevée hier après 16 jours de jeûne. Le préfet de Haute-Savoie a en effet pris la responsabilité de rouvrir ces commerces qui disposent d'un accès sur l'extérieur dans tout le département. Les commerçants à Shopping Publier sont soulagés de retrouver leurs clients. Jean-Paul Crespi. Après 17 jours de grève de la faim, pour plaider son bon droit, une grève de la faim qu'il a débuté le 6 février, il est autorisé par décision préfectorale à réouvrir son magasin de sport, dont l'entrée est située à l'extérieur du centre commercial Shopping Publier, un centre commercial de plus de 20 000 m², dont les boutiques situées à l'intérieur sont toujours fermées. Un dénouement heureux pour le commerçant, un dénouement salué par ses proches et ses collaborateurs, tous soulagés que cette épreuve s'achève. 3 semaines enfermées sans voir le jour, c'est long, hein, mais c'est dommage, surtout à 62 ans. Hein, mais voilà, hein, des fois on n'a pas le choix. Hein, c'était la seule solution que j'avais vue. Hein, mais voilà, on va dire le temps, c'est de l'argent. On perd du temps, on perd de l'argent, tous. Mais c'est pas possible de continuer comme ça, je dirais. Maintenant, il y a des décisions surtout qui doivent être faciles à prendre, entre guillemets. C'est pas la peine de mettre 3 semaines, se mettre en grève de la faim pour arriver à quelque chose qui était l'évidence, on va dire. Voilà. Et puis, ça a permis aussi, je dirais, de faire ouvrir d'autres magasins sur la Haute-Savoie quand même. Parce que le combat, il n'a pas été que pour moi. Autre commerce dont l'accès est situé à l'extérieur du centre commercial et qui profite de la décision du préfet, une fleuriste, elle aussi heureuse de réouvrir son commerce. En fait, on n'a aucun accès à l'intérieur et on se retrouve fermé parce qu'il y a des petites lignes sur un texte qui nous obligent à fermer. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut même pas l'expliquer. On n'a personne en face de nous, en fait. Voilà. Donc, ils sont pas là, quoi. Ils sont un peu trop bloqués dans les bureaux. Ça n'aurait jamais dû commencer, cette histoire. Mais jamais, il n'aurait jamais dû avoir un début à cette histoire. Mais jamais, jamais, au grand jamais. Hein. Donc, voilà. Donc, j'aurais préféré, une nouvelle fois, être ouvert 3 semaines, les 3 semaines qu'on a perdues. Avec pas avoir perdu le chiffre que j'ai perdu, et voilà, puis, mais là, non. Content, sur le coup, oui, mais on n'aurait jamais dû en arriver. Pierre Bavoux doit désormais se relever de sa grève de la faim, en réhabituant son corps à accepter les aliments. Malgré sa satisfaction, il reste très inquiet du sort réservé aux autres magasins situés à l'intérieur du centre commercial, qui restent, eux, fermés, sans pouvoir envisager rapidement une réouverture prochaine. Et une nouvelle étape est franchie pour le désenclavement du Chablais. La création de la liaison autoroutière entre Machy et Thonon avance. L'appel d'offres est lancé pour les entreprises qui travailleront sur ce chantier. Le président du département, Christian Montiaille, fait part de son enthousiasme. Pour rappel, ce contournement constitue l'un des 3 maillons d'un axe routier permettant de relier l'A40 à Thonon-les-Bains. La fin des travaux est prévue à l'horizon 2023.
Et on reste en Savoie, mais pour prendre de la hauteur cette fois-ci. En montagne, les cartes semblent avoir été rebattues pour les stations françaises. Privées de leur remontée mécanique et de leur public international, les grandes destinations de ski peinent à séduire cet hiver. Par contre, dans les stations-villages de moyenne altitude, on a le sourire. Emmanuel Jo s'est rendu au Carreau d'Arrache pour vous en dire plus. Comparé au monde d'avant, ces vacances d'hiver sont bien peu de choses. Dans la station des Carreaux, on affiche en effet en ce moment un taux de remplissage à peine supérieur à 40%. Pourtant, il s'agit là de chiffres globalement assez encourageants au vu du contexte sanitaire international. Loin d'équilibrer les comptes, l'afflux de vacanciers a toutefois le mérite de redonner le sourire à de nombreux professionnels. Effectivement, on est en chute colossale en chiffre d'affaires, mais la fréquentation et l'activité au sein de la boutique, pour la location et pour la vente, le trafic fait qu'on est pas mal occupé et ça permet de libérer l'esprit qui est le soir, une fois les rideaux fermés, on retombe dans les chiffres et le moral redescend. Mais en journée, heureusement que les clients sont là et nous donnent la bonne humeur. Un public qui semble donc avoir préféré cette année les petites stations aux grands domaines skiables. Une tendance qui a permis à plusieurs structures de tirer leur épingle du jeu. Les résidences de tourisme font des taux qui sont au-delà de 80%, même 100% cette semaine sur 3 jours. C'est incroyable, même eux le pensaient même pas. Et ils ont bien évidemment, ils sont contents d'avoir ciblé les stations-villages pour ouvrir leur structure, parce que si on prend Pierre et Vacances, ils n'ont ouvert que dans certaines destinations, 28 au total. Et ils ont fait le choix par exemple des Carreaux, et on en est content, et ils font un super taux. Donc du coup pour nous c'est tout bénéfice. Et ça nous conforte dans l'idée que les stations-villages, avec une vie à l'année, une station authentique, avec des chalets, avec bien sûr un front de neige, avec la neige à proximité, a un grand pouvoir de séduction. Dans l'ensemble plus orienté sur des activités 4 saisons, les villages-stations de moyenne altitude semblent donc moins subir la privation de ski alpin. D'ailleurs, les vacanciers l'ont bien compris, prenant aujourd'hui les habitudes de demain. Cette année, ça a complètement rebattu les cartes, c'est-à-dire que les stations villages sont plutôt privilégiées par rapport aux stations de haute altitude qui habituellement étaient vraiment à février les stations de prédilection. Même chose pour le ski. Aujourd'hui, on rebat les cartes sur le ski de fond, le ski de randonnée qui était jusqu'à présent des activités un peu mineures, qui aujourd'hui sont en pleine lumière et avec plein de pratiquants et des gens qui découvrent et qui apprécient aussi ces activités. Je pense qu'effectivement, peut-être que des gens reviendront au ski alpin dans une saison normale, mais je pense que ces activités, ski de rando, ski de fond, garderont certains adeptes qui auront découvert ces activités par le biais de cette pandémie, quoi. Une tendance qui conforte encore davantage de nombreux villages-stations dans leur positionnement touristique à l'année, se démarquant petit à petit d'une offre basée sur le tout-ski. Suite de notre série de la semaine consacrée aux acteurs de la station des saisies. Pour ce deuxième épisode, Sébastien Germain est allé à la rencontre de Daniel Fontaine, un loueur de ski installé dans la station depuis 20 ans. Malgré l'absence des vacanciers liés à la fermeture des remontées mécaniques, cet ancien skieur garde le sourire. Il continue de conseiller ses clients avec passion. C'est un reportage de Sébastien Germain. La location de ski, Daniel Fontaine connaît ça sur le bout des doigts. 18 ans qu'il officie aux saisies aux côtés de la légende locale Franck Picard. C'est donc avec une vraie expérience et le recul nécessaire qu'il juge cet hiver sans remontée mécanique, mais pas sans clients. Les clients pratiquent le ski de fond, pratiquent la randonnée. Voilà. On a la chance aux saisies d'avoir une station qui propose des choses différentes. On a aussi la clientèle qui va avec ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de Français sur cette station, très peu d'étrangers, 90% de Français. Et puis des familles et donc des gens qui viennent aux saisies pour le ski alpin, mais pas que. Et donc ils viennent pratiquer voilà, toutes les glisses annexes qu'on peut trouver ici. Et puis ils viennent aussi, certains simplement pour prendre l'air, pour se reposer. Voilà, c'est à peu près la conjoncture de cette année. Ici dans ce magasin situé avenue des Jeux Olympiques, plus de 500 mètres carrés sont consacrés à la location et à la vente. Et force est de constater que ce jour-là, une fois de plus, la fréquentation est au rendez-vous, comme c'est le cas depuis le début des vacances scolaires. Ce qui nous anime, encore une fois, voilà, c'est d'être une station où il y a du monde, où ça bouge. Pour nous, mis à part le fait que le domaine est fermé et qu'on ne loue pas de ski alpin, on a l'impression d'une saison normale avec une activité qui est presque plus forte sur des jours de semaine qu'une semaine de février en temps normal. Bien évidemment, cette crise aura des répercussions pour l'avenir et la trésorerie du groupe s'en ressent. D'ailleurs, sur les 6 enseignes Picard Sport de la station, 3 sont actuellement fermées. Mais pour Daniel Fontaine, l'essentiel est ailleurs. On a des clients qui ont annulé des séjours dans d'autres stations renommées pour venir aux saisies parce qu'ils ont vu qu'ici on pouvait pratiquer différentes glisses alternatives.
Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour l'avenir aussi. Cette saison, que beaucoup qualifient de blanche ou noire, aura eu au moins le mérite d'une chose. Peut-être qu'en perdant des skieurs alpins, certaines stations comme les saisies auront gagné des futurs skieurs nordiques. Vous pratiquiez d'habitude ou pas? On avait fait une fois comme ça, hein. une journée, mais là, ça n'a rien à voir. Et puis on a découvert le domaine qui se en haut là. Ouais, c'est magnifique. beau. Hein. Voilà. Nous, on s'adapte, les gens s'adaptent, et puis voilà, ils profitent. Et il y a beaucoup de gens qui sont surpris de la beauté du paysage, ils ne connaissaient pas. Beaucoup de gens étaient en découverte de la station, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont revenir. La reconversion est donc réussie pour l'ancien champion de France de slalom 1981. Et ce n'est surtout pas cette saison hors norme qui aura raison de sa passion. Et demain, pour le 3e épisode de notre série au Saisies, rencontre avec un moniteur de ski, il a retrouvé les joies de l'enseignement auprès de ses élèves. Et quelques images de football à présent avec le FC Annecy qui jouait en Bretagne ce mardi soir du côté de Concarneau pour la 21e journée nationale. Les Hauts-Savoyards, malgré une belle occasion de wader en toute fin de rencontre, concèdent le nul 0-0. Le Fessé enchaîne un 4e match sans victoire et reste 18e et dernier du classement. Le club d'Annecy jouera de nouveau à l'extérieur ce vendredi à Créteil, une équipe de milieu de tableau. Et en Savoie toujours, alerte à la pollution. Le département était placé en vigilance jaune depuis 2 jours. Il est désormais en vigilance orange, toujours en raison des dépôts de sable de Sirocco, le vent du Sahara. La préfecture fait savoir dans un communiqué qu'elle abaisse les limitations de vitesse à 20 km/h sur les routes limitées à 90 km/h et plus. Limitez-vous à 70 km/h sur les routes à 80 km/h. Vous serez contrôlé. Et une dernière info avant de se quitter, attention au stationnement à Aix-les-Bains. Ce jeudi 25 février, 2 déménagements sont prévus de 7h à 18h. Ils nécessiteront de laisser quelques places libres. Interdiction de se garer au 8 rue Sir Alfred Garot sur 3 places et au 11 rue de Liège sur 2 places. Même scénario ce vendredi 26 février au 100 avenue de Solms de 8h à 19h. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre magazine Panorama. Cette semaine, Sébastien Germain nous emmène aux Aillons Margeria, dans les Bauges. Focus sur une fromagerie du Val d'Aillon. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain dès 18h pour un nouveau journal. Prenez soin de vous.